Merci de rester fidèle au programme d'ITV. C'est parti pour cette édition du soir. Les titres. Ousmane Sonko placé en garde à vue il est poursuivi donc pour 7 chefs d'inculpation. Le procureur de la République estime que le leader de PASTEF a à plusieurs reprises fait recours à l'appel à l'insurrection. Abdou Karim Diop a apporté des précisions sur l'arrestation de Ousmane Sonko. Lutte contre les inondations, le ministre en charge de la gestion et de la prévention des inondations fait le point dans le département de Rufisque. Des bassins de rétention sont en train d'être construits sur place. C'est pour soulager le lac Rose. La rubrique portrait du jour part à la rencontre de Madiambal Diagne, journaliste auteur du livre Adissa Ousmane Sonko, l'histoire. Le pur produit de l'école sénégalaise, il a reçu à bâtir un groupe dénommé Avenir Communication. Et puis, dans la rubrique article de la semaine, l'âge Malik Sissé va nous faire le point sur les articles qui ont fait l'actualité de la semaine autour donc des différents quotidiens. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir et bienvenue. Ousmane Sonko poursuivi pour 7 chefs d'inculpation. Le procureur de la République revient sur ce qu'il qualifie d'appel répétitif du leader de PASTEF à l'insurrection. Abdou Karim Diop apporte des précisions suite à l'arrestation du maire de Ziguinchor. Selon lui, cette procédure n'anéantit pas le contumax de Ousmane Sonko, Alioune Sow et Bara Sow. La procédure s'accélère dans l'affaire Ousmane Sonko, arrêté hier. Le procureur du tribunal de grande instance hors classe de Dakar brandit 7 chefs d'accusation à son encontre. Il sera poursuivi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, acte et manœuvre à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, mais également de vol. Discours et projection de vidéos à l'appui, le procureur démontre la chronologie des faits et les qualifie d'appels répétitifs d'atteinte à la sûreté de l'État de mars 2021 jusqu'à juin 2023. Au mois de février 2021, le député Ousmane Sonko, leader du PASTEF, il a tenu les propos suivants. Le combat s'annonce mortel. Au mois de juin 2022, Ousmane Sonko a réitéré ses discours en intimant l'ordre à ses militants de défier l'autorité de l'État. Le même processus s'est répété en mars 2023 avec le fameux meeting de Kermassar, lieu de genèse du Gatsa. En mai 2023, depuis Ziguinchor, il appelle non seulement ses militants à rejoindre la capitale, mais aussi à se préparer à livrer le combat final. Ousmane Sonko arrêté ce vendredi, la nullité de son jugement de contumace brandi par certains. Le procureur dément et apporte des éclaircissements. L'arrestation de Ousmane Sonko n'a rien à voir avec la contumace. Le parquet pouvait l'arrêter parce que la décision est devenue définitive, mais le parquet n'a pas procédé à son arrestation car on lui a tendu une perche pour se constituer prisonnier. Parce qu'on lui tendait une perche pour se constituer prisonnier. Cette procédure enclenchée contre Ousmane Sonko est presque terminée. D'après le procureur, Abdou Karim Diop informe que le leader de PASTEF sera déféré au parquet incessamment. Alioune Sow, justement, retenez donc le leader de PASTEF, Ousmane Sonko, sera finalement donc auditionné par le doyen du juge ce lundi. Son audition donc a été reportée. Son face-à-face avec le doyen du juge est donc prévu ce lundi, précisément à 11h précise. Nos confrères de Dakar Actu. Les membres du bureau politique de PASTEF n'ont finalement pas pu tenir leur conférence de presse. La gendarmerie a interdit l'accès. Les députés membres de PASTEF déplorent cette situation. C'est un sujet de Nyaya Diouf et de Cheikh Tidiane Diouf.
Le siège de PASTEF est inaccessible. Les partisans de Ousmane Sonko sont écœurés par cette situation et dénoncent ce qu'ils appellent une dictature. Ils nous ont trouvés à l'intérieur pour nous demander de sortir sans aucun motif. Comme on a l'habitude de le dire, ils imposent la loi du plus fort et c'est pour cette raison que nous devons nous battre pour un Sénégal meilleur, un Sénégal sans dictature. L'honorable député Ramabodjan bat en brèche les accusations du procureur de la République. Elle trouve injuste le vol dont Sonko a été accusé. Le président Ousmane Sonko, c'est un homme intègre, très digne. Le président Ousmane Sonko est un homme intègre, très digne. Il a travaillé pendant 15 ans pour les impôts et domaines. Jamais il n'a volé un sou. Il ne va pas attendre jusqu'à aujourd'hui pour voler un téléphone portable. Si l'on en avait vraiment besoin, il aurait juste qu'à claquer les doigts. Et les partisans cotisent pour lui en acheter un. Mobilise des sommes pour donner ça au président Ousmane Sonko. Nul ne peut empêcher la candidature du leader du PASTEF. Le député Rocky Ndiaye avertit et met en garde le pouvoir. Le président Ousmane Sonko sera candidat et Inch'Allah. Le président Ousmane Sonko sera candidat. C'est le choix du peuple sénégalais. Personne ne peut s'opposer à sa candidature. Les partisans et sympathisants du parti PASTEF appellent à une résistance pour la libération de leur leader arrêté ce vendredi à son domicile par la section de recherche de la gendarmerie nationale. Je le disais en titre tourné du ministre en charge de la gestion et de la prévention des inondations dans le département de Rufisque. C'est pour faire le point après les premières pluies. Issa Diop a constaté l'état d'avancement des bassins de rétention qui ont pour objectif de soulager le lac Rose. Babacar Seck. Ces bassins de rétention sont en cours de construction pour prévenir les inondations vécues l'année dernière dans le département de Rufisque. Donc nous avons vu que la situation est sous maîtrise. L'autre chose, c'était de voir l'état d'avancement des travaux au niveau de la base militaire française à Kounoun, où son Excellence le président Macky Sall a donné instruction pour qu'on érige dans la base marine 3 bassins, parce que cette zone a été la zone la plus impactée lors de l'hivernage 2022. Il y a aussi 2 autres bassins qui seront érigés au niveau du terrain de Madiagne sur 2 hectares, 1 hectare pour chaque bassin. Nous sommes présentement au niveau du terrain de Ahmed Khalifa Niass, qui a aussi donné l'autorisation pour qu'on érige sur son terrain 2 grands bassins. L'objectif de ces ouvrages est de soulager le lac Rose, fortement impacté par le surplus d'eau. Parce que l'année dernière, le lac a reçu un trop plein d'eau, donc dû à une quantité exceptionnelle de pluie, donc combiné aussi à un manque peut-être dans certaines zones d'infrastructures. Bon, je pense qu'on est en train de travailler à mettre ces ouvrages d'assainissement qui pourront beaucoup soulager le lac Rose, parce que cette année nous voulons vraiment que le lac Rose soit soulagé et que ne reçoive plus peut-être ces quantités importantes d'eau de pluie. Les autorités communales souhaitent le drainage des eaux de pluie vers la mer. Moi particulièrement, ce que je souhaiterais, et j'ai eu à le dire tout à l'heure, c'est que ces actions-là que l'État est en train de mener, que ces actions continuent. Parce que c'est déjà excellent ce qu'on est en train de vivre, ce que le ministère est en train de faire. Mais j'espère, Inch'Allah, qu'on pourra drainer jusqu'au niveau de la mer. Et ça pourra régler définitivement les questions d'inondation. La plupart des bassins de rétention est en cours de finition. Les travaux des 2 derniers démarrent ce lundi. En Afrique, les matières scientifiques sont laissées en rade. Le Sénégal travaille pour rectifier le tir, selon le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Moussa Baldé prenait part à la cérémonie de remise de diplôme aux étudiants de l'Institut africain des sciences mathématiques Muntega Kane et Mamadou Ba. Le ministre de l'Enseignement supérieur qui a présidé la cérémonie de remise de diplôme de master en sciences mathématiques et ses applications de sa 12e promotion en a profité pour déclarer que le Sénégal fait des pas de géant dans l'enseignement des sciences. En Afrique, l'idée c'est de faire en sorte que nous ayons plus de jeunes filles et de garçons formés dans les sciences.
Et ça, c'est ce qui est aussi inscrit dans le cadre du plan Sénégal émergent, qui est une vision du président Macky Sall de faire en sorte que les sciences techniques et l'enseignement de mathématiques soient vraiment une priorité pour nos systèmes éducatifs. Mais les mesures spécifiques prises à ce niveau, c'est d'abord, bien sûr, le fait que nos universités ont été renforcées. Il y a eu la création de nouvelles universités. Il y a surtout la création des instituts supérieurs d'enseignement professionnel, les ISEP, qui est vraiment une création du président de la République Macky Sall. Nous avons actuellement 5 ISEP et l'avantage de ces ISEP, c'est qu'ils peuvent former à des métiers qui ne discriminent même pas les bacs littéraires. C'est-à-dire qu'à peu près 80% des gens qui sont sortis de ces instituts viennent de bacs littéraires. En plus de ça, le président de la République, comme vous le savez, a réceptionné il n'y a pas longtemps, au mois d'avril, un lot de matériel et d'équipement de nos laboratoires et de nos salles de travaux pratiques au niveau de nos universités d'une valeur de 52 milliards. Créée en 2011, l'AMS compte 12 promotions qui sont composées d'ingénieurs, de mathématiciens et de techniciens qui sont tous actuellement au service de l'Afrique. Mountaga Kane, l'enseignement des mathématiques doit être généralisé en Afrique. C'est l'avis du docteur Serigne Gueye Diop, ministre conseiller. Selon lui, sans cette matière, le continent ne pourra pas réussir son industrialisation, un élément déterminant, selon lui, pour le développement d'un pays. Nous l'écoutons. Et j'ai, en ma qualité aussi d'homme politique, de ministre, j'ai essayé de démontrer que l'enseignement des mathématiques doit être généralisé, doit même faire l'objet d'une discrimination positive. Comment on peut comprendre que sur 75 000 bacheliers, qu'il y ait moins de 10% de bacheliers en maths en S1, S2. Moi-même, quand j'étais élève, j'avais eu un bac S1 mathématiques et physique. Sans ces bacs, sans cette formation mathématique, l'Afrique ne pourra jamais se développer. Parce que tout simplement, les besoins essentiels de l'Afrique sont de type industriel, de type agricole, mais aussi des besoins de type numérique, de type informatique. Comment est-il possible, aux yeux de nos décideurs africains, de ne pas encourager l'enseignement des mathématiques dès l'école maternelle, comme au Japon, dès l'école primaire, comme en France ou en Suisse, et dès l'école, bien sûr, avec beaucoup de moyens au niveau de l'école secondaire et au niveau des universités. C'est pour ça que j'ai pensé qu'il fallait encourager ces élèves, mais il fallait aussi encourager l'encadrement. À mes yeux, sans cet enseignement mathématique, l'Afrique et le Sénégal courent de gros risques d'industrialisation manquée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il faut des usines dans les 45 départements du Sénégal. Il faut des zones industrielles partout. Or, l'industrie, la base de l'industrie, c'est la science et la technologie. Visite du directeur général de l'Agence de développement local à Koki. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du programme pour la résilience des communautés à travers le projet intégré Ndara, une boulangerie en champ de savoir. Le directeur a mis donc à la disposition de l'Institut islamique Cheikh Ahmadou Sakhir Lo de Louga, plus connu sous le nom de Dara Koki, une boulangerie mobile d'une capacité de 300 miches de pain en 2 heures. Abdoulaye Ndaw est le directeur général de l'Agence de développement local. Il est ici au micro de notre correspondant permanent à Louga, Sekou Diallo. Nous avons mis en place un grand programme que nous appelons le PRDC, Programme pour le renforcement de la résilience des communautés. Et dans ce programme, il y a un projet intégré que nous avons appelé un Dara, une boulangerie mobile, un champ du savoir. Le président de la République, à l'occasion de la rencontre avec les maîtres coraniques à Diamniadio, avait engagé le gouvernement pour prendre des mesures pour apporter un soutien, en tout cas au niveau du fonctionnement des Dara. Faire en sorte que les conditions d'apprentissage, les conditions de vie des talibés soient améliorées. Le champ du savoir, c'est un champ de blé, parce que nous avons une dépendance par rapport au blé, mais aussi un champ de céréales, de mil ou de maïs. C'est pour préparer les populations, parce qu'aujourd'hui, le blé, nous l'importons. Nous disons qu'il y a plus de 750 000 tonnes de blé, mais pourquoi pas ne pas pousser les populations à aller vers les céréales locales, mettre en place des unités semi-industrielles de valorisation de ces céréales et avec l'ITA, aller vers une convention pour déterminer le taux d'incorporation. Comment faire en sorte que le pain que nous produisons soit du blé
du mil ou du maïs. Alors la boulangerie, cette unité de valorisation semi-industrielle, permettra aux Dara de développer des activités génératrices de revenus, permettra aux Dara et aux jeunes talibés d'avoir de la formation, des métiers qui sont liés aux métiers de pâtisserie, mais aussi également de mobiliser toute la communauté autour de l'agriculture pour financer l'éducation. Les étudiants de la Jacadémie, une école de formation en leadership et art oratoire, ont formé sur les enjeux de l'exploitation du pétrole et du gaz pour la jeunesse sénégalaise, une formation qui va leur permettre d'avoir une vision claire sur l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal. Cette rencontre rendue signée Khadija Diouf. Jacadémie, l'école de formation en leadership et art oratoire, a reçu ce samedi le directeur général de Petrosen. Une visite pour une session de formation sur les enjeux de l'exploitation du pétrole et du gaz pour la jeunesse sénégalaise. Et donc c'est de ça qu'on a besoin, que cette jeunesse comprenne les enjeux du pétrole et du gaz. Et donc on a eu des échanges très fructueux. Donc je suis vraiment ravi d'avoir pu échanger avec les jeunes. Je pense qu'ils ont compris l'essence de l'article 25 qui encore une fois dit que les ressources naturelles appartiennent au peuple. Donc l'exploitation de ces ressources naturelles doit améliorer le bien-être des Sénégalais. Donc les messages sont bien passés et donc je suis très content d'avoir passé cette matinée. Ce dernier a mis en exergue les avantages de cette nouvelle ressource qui sera bientôt l'affaire des Sénégalais. La vision, en ce qui concerne l'énergie, c'est d'avoir une énergie de qualité qui soit accessible à tous, qui soit moindre coût et qui soit respectueuse de l'environnement. Pour faire ça, si on a une énergie de qualité à un coût moindre, forcément, on aura une plus grande industrialisation. Si on a une plus grande industrialisation, on a plus d'emplois. Si on a plus d'emplois, on a plus de consommation. Si on a plus de consommation, on a une économie qui est plus forte. Donc c'est ça le cercle vertueux qui permet l'émergence et qui permet le développement. Donc, cette session de formation était aussi l'occasion de mieux outiller les jeunes Sénégalais, selon Jacqueline Fatima Bokoum, fondatrice de Jacadémie. Donc le mouvement Le Cadet, qui est ce mouvement aujourd'hui qui anime vraiment l'école en termes de contenu, a aussi voulu inviter M. Manar Sall pour simplement l'ingénierie sénégalaise et pour montrer que les exemples sont d'abord des exemples de chez nous et qu'on peut s'en inspirer pour faire de grandes choses. Le pétrole étant à l'ordre du jour, je pense qu'il était important aussi qu'on puisse apporter des réponses à ces questions que tous les jeunes Sénégalais se posent, parce que l'avenir leur appartient. Il est bien normal qu'on les outille pour qu'ils puissent l'appréhender dans les meilleures conditions. Sur la question des enjeux du pétrole et du gaz, Manal Sall a échangé avec les jeunes cadets de l'école Jacadémie pour permettre à ces derniers d'avoir une vision un peu plus claire sur l'exploitation du pétrole et du gaz. Vous l'avez compris, place à présent à la rubrique Portrait du jour. La rubrique Portrait du jour par la rencontre de Madiambal Diagne, auteur du livre Adji Sarr Ousmane Sonko, l'histoire, ancien greffier devenu journaliste. Madiambal Diagne est un pur produit de l'école sénégalaise. Il a réussi à bâtir un groupe dénommé Avenir Communication. Mamsene Babou. Il pouvait faire carrière dans les cours et tribunaux et pourtant, il s'est taillé une place incontestable dans la sphère médiatique. Patron de presse, chroniqueur et analyste politique, nul n'échappe à sa plume parfois venimeuse à travers sa chronique hebdomadaire les lundis de Madiambal. Et pourtant, il a été formé sur le tas. J'ai fait des études. D'abord, après le baccalauréat, j'ai fait une formation de greffier au niveau du centre de formation judiciaire actuel, qui était le CFPA à l'époque, après une diplôme de greffier. Mais après, j'ai vu parallèlement à suivre une formation en sciences juridiques. Et donc, voilà ma carrière jusqu'au niveau de la maîtrise. Voilà, c'est un peu ça mon parcours.
Non, moi je n'ai pas fait de formation de journaliste, j'ai fait une formation sur le tard. Et ça me fait plaisir d'entendre dire ça parce que j'ai commencé le journalisme par une rédaction, et je ne le dirai jamais assez, à laquelle je suis assez reconnaissante. C'était le quotidien Walfadjri. L'ancien greffier reconverti en journaliste a fait ses premiers pas au quotidien du groupe Walfadjri. Très vite, ce passionné des lettres va se forger une réputation dans la presse jusqu'à la création de son propre groupe. Non, en réalité, quand je travaillais comme pigiste à Walfadjri, je travaillais par ailleurs. C'est pour ça qu'il expliquait que je signais sous un pseudonyme. Je travaillais dans une organisation internationale et il s'est trouvé que j'ai eu l'occasion ou l'opportunité dans ma vie d'avoir au bénéfice d'un règlement d'un contentieux social avec mon employeur, avoir les ressources qui me permettaient de pouvoir donner un nouveau souffle ou bien faire quelque chose dans ma vie. J'ai pensé à investir dans les médias et c'est comme ça que j'ai créé mon entreprise de presse. Son passage en prison a été l'une des périodes les plus cruciales de sa vie. Son séjour de 18 jours en milieu carcéral pour diffusion de correspondances et rapports secrets augmente sa notoriété et renforce son journal. J'avais été emprisonné dans le cadre de l'exercice du métier de journaliste. J'avais fait des articles qui avaient dérangé le régime du président Wade. Cet emprisonnement-là m'avait fait connaître, avait suscité peut-être l'éclosion d'une nouvelle personnalité dans les médias, mais aussi d'une personnalité publique. Ça a d'abord eu l'avantage de conforter et de booster le journal Le Quotidien, mais à titre personnel, ça m'a permis vraiment d'être mieux connu au Sénégal et à l'international. Parce que Parti de zéro, il s'est battu jusqu'à bâtir son propre empire. Au-delà du journalisme, il est également dans l'immobilier. Ce pur produit de l'école sénégalaise lance un message aux jeunes dans ce contexte marqué par l'émigration irrégulière. Bon, c'est un message vraiment de compassion et d'empathie pour ces jeunes qui partent désespérés. Peut-être aussi un message de conscientisation et de sensibilisation. C'est difficile, la vie est dure, rien n'est donné, surtout quand on vient de milieux modestes. Il faut se battre, il faut avoir le courage de se battre, le sens de l'initiative, mais aussi la résilience. Je pense qu'il ne faut pas, parce que c'est difficile, parce que c'est dur, qu'on se dise, écoutez, ça passe ou ça casse. On ne bâtit pas quelque chose de durable dans des conditions comme cela. Père de 2 enfants, le patron de presse est décrit par ses proches comme un papa aimant, une personne très sensible et qui a le sens des affaires. Mme Seynabou Babou, merci. Place à présent à la rubrique Actualité de la semaine. L'actualité donc de l'article de la semaine plutôt. L'actualité de la semaine a été marquée entre autres par l'accident survenu à Nguensar qui a fait 24 morts. L'immigration clandestine qui refait donc surface. 16 personnes ont perdu la vie à Ouakam après le chavirement d'une pirogue. L'actualité cette semaine, c'est également le choix du candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, mais aussi l'arrestation de Ousmane Sonko. Et enfin, l'offre de Al Nassr donc, pour Sadio Mané, El Hadji Malick Cissé. Comme l'on pouvait s'y attendre, les quotidiens sont largement revenus jeudi sur l'accident mortel survenu la veille dans la région de Louga, où un bus de transport a fini dans le décor à hauteur du village de Makabragei, ce qui a provoqué la mort d'une vingtaine de passagers. Dérapage fatal, titre Le Soleil au sujet de cet accident qui a fait 24 morts et 52 blessés, dont 14 graves. Sous l'effet du vent et de la pluie, écrit-il, le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule lourdement chargé qui a fini dans le décor à hauteur du village de Makabragei. Décédé dans l'accident en même temps que son apprenti, le chauffeur a perdu le contrôle du bus alors qu'il roulait à vive allure sous la pluie. Rapporte Libération qui ajoute que le véhicule a violemment heurté un arbre
avant de faire des tonneaux. Terrible, s'exclame ce journal. Un vrai drame humanitaire, renchérit le journal Le Quotidien, qui parle de Louga comme d'un cimetière de voyageurs, en allusion à la récurrence des accidents de la route sur cet axe du pays. Mais surtout, Le Quotidien note ce qui suit. On n'a pas encore fini de pleurer la disparition de 16 personnes suite au chavirement d'une pirogue à Ouakam, qu'on annonce ce violent accident de la route. Retour des vieux démons, déplore Sud Quotidien. Ce journal précise que 22 des 24 victimes enregistrées dans cet accident ont perdu la vie sur le coup. Carnage sans fin sur les routes, relève Wolf Quotidien, à la limite du dépit. Le même quotidien signale que les localités de Saldé et Cascas dans le Podor sont les plus endeuillées. Bus à vitesse mortelle, souligne à sa une le quotidien L'Observateur, lequel insiste sur les cris des enfants et l'insoutenable choc des rescapés. Il précise aussi que le bus avait quitté la ville de Tchouabel-Lao dans le département de Podor à destination de Dakar. Mardi, le quotidien s'émeuvent de l'accident maritime à l'origine de la mort de 16 personnes au large de Dakar. L'immigration irrégulière continue de faire des victimes, note Le Soleil, qui écrit « Vraisemblablement, l'embarcation de Fortune et ses passagers voulaient rallier l'Europe. La pirogue serait partie de Thiaroye, dans la région de Dakar », rapporte Sud Quotidien, en citant le ministre de l'Intérieur, Antoine Félix Diome. Pour sa part, le chef de l'État, Macky Sall, après avoir présenté ses condoléances aux familles et proches des victimes, a exprimé sa profonde douleur, lit-on dans Wolf Quotidien. Est-ce une coïncidence? Point d'interrogation. Après les drames de Saint-Louis et de Ouakam qui ont fait presque une trentaine de morts, le Premier ministre a procédé ce jeudi à la validation politique de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, signale Le Quotidien. Besbi Le Jour annonce que 150 migrants ont été portés disparus après qu'une pirogue est partie de Fass Boye dans la région de Thiès depuis 15 jours. La candidature de Benno Bokk Yakaar à l'élection présidentielle du 25 février 2024 a dominé une partie de la livraison des quotidiens ce mercredi. En ce qui concerne le choix du candidat de la coalition de Benno Bokk Yakaar pour l'élection présidentielle de 2024, Wolf Quotidien évoque l'habitude qu'a Macky Sall de dérouter son monde chaque fois qu'il doit prendre une décision importante. En fera-t-il de même pour le scrutin présidentiel de février 2024 en choisissant un homme inattendu comme Karim Wade ou Idrissa Seck pour diriger la liste de sa coalition, se demande le journal. Le président Macky Sall tarde toujours à se décider sur sa succession alors que la présidentielle arrive à grands pas. Le plus difficile sera de trouver le profil lui permettant de ne pas perdre dans ses principaux passions, souligne Enquête. Le même journal annonce une alliance stratégique entre Abdoulaye Daouda Diallo et Aly Ngouille Ndiaye contre Amadou Ba. Selon Enquête, le Premier ministre reste tout de même le favori concernant le choix du candidat à faire par Macky Sall. Attention à la carte Amadou Mame Diop, titre Tribune, qui classe le président de l'Assemblée nationale parmi les favoris. L'AS attribue la levée du blocus sur le domicile d'Ousmane Sonko au roi du Maroc, Mohamed VI. Cela résulte d'une médiation menée par le roi du Maroc qui devrait d'ailleurs recevoir dans les jours à venir le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, et le président Macky Sall, affirme le journal. En sport, le journal Record s'est intéressé à l'offre démentielle qu'Al Nassr, un club de football saoudien, a faite à Sadio Mané. Al Nassr aurait soumis donc une offre de 39 millions d'euros, environ 25 milliards de francs CFA, pour convaincre le Bayern de lui céder Sadio Mané. L'ailier des Lions du Sénégal profiterait aussi de ce transfert puisque les Saoudiens lui proposeraient pas moins de 650 000 livres, 494 millions de francs CFA par semaine, écrit Record. Stade annonce, en parlant d'Ismaïla Sarr, qu'après avoir passé avec succès sa visite médicale hier en Allemagne, l'international sénégalais a signé un contrat de 5 ans avec l'Olympique de Marseille. Elhadji Malick Cissé.
Et puis au mot de sport, dans cette édition Afro-Basket féminin, le Sénégal perd son premier match face à l'Ouganda 85-83. Les protégés de Moustapha Gueye avaient pourtant dominé les Ougandaises avant qu'elles renversent la tendance au dernier quart-temps. Demain, donc dimanche, les Sénégalaises feront face aux Maliennes. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur les antennes d'ITV.